Bonjour tout le monde et merci Maud pour cette introduction. Merci aussi Simon beaucoup pour l'organisation. Donc je vais commencer par prendre la parole effectivement devant vous. Et puis Joanie Bouchard depuis Sherbrooke prendra le relais pour la fin de la présentation. Alors, je suis particulièrement contente d'être devant vous aujourd'hui parce que c'est en quelque sorte un droit de suite, hein. La dernière fois que je suis venue ici, c'était, ça nous paraît, il y a bien longtemps, avant la pandémie, en novembre 2019. Et je venais vous présenter mon livre qui s'appelle « Gouverner la vie privée, l'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec », qui m'a occupée au sein de plusieurs collectifs de recherche pendant une dizaine d'années, depuis la fin des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010, et dont, en quelque sorte, le projet actuel que je vais vous présenter aujourd'hui prend la suite, en décalant en partie le point de vue, mais en tout cas, je vois une forme de continuité entre ces deux recherches. Vous voyez la couverture du livre en français sur cette diapositive et vous voyez aussi la couverture d'un ouvrage en anglais qui est une traduction, adaptation, actualisation, bref, qui paraît en février prochain à UBC Press. Donc, si vous aimez lire en anglais et surtout si vous voulez savoir ce qui a changé entre 2019 et 2021 sur le sujet dont je parle, vous pourrez le consulter très bientôt. J'en profite aussi pour dire que j'ai vu une remarque dans le chat, certaines personnes souhaitent disposer du diaporama, hein. Je pourrais tout à fait, Simon en dispose, peut-être simplement le transformer en PDF et puis effectivement on pourra l'envoyer aux personnes qui en feraient la demande. Alors, très rapidement, sur quoi portait cette recherche pour ceux et celles qui n'étaient pas là il y a 3 ans. En gros, dans cette recherche, je prenais pour objet les séparations et divorces des couples de sexes différents et leur traitement par l'action publique, et en particulier l'action publique juridique et judiciaire, par le droit de la famille, par les tribunaux, par les avocates et avocats, mais aussi par le système socio-fiscal, par ce que l'on appelle couramment l'État-providence. Et j'ai essayé de comprendre comment ces deux formes croisées d'intervention, par le droit civil d'un côté, le droit privé, et puis par le droit public de l'autre, et en particulier le droit qui s'oriente autour de la redistribution, notamment à destination des familles monoparentales, comment ces interventions croisées, elles participent à la reproduction des rapports sociaux de classe et de genre dans le contexte de couples présumés cis et hétéros. Et ce que j'avais montré avec d'autres, parce que plusieurs collectifs de recherche en France et au Québec ont participé à ces recherches, c'est que ce traitement juridique, judiciaire et socio-fiscal des séparations conjugales, il participe à la reconfiguration des inégalités au sein des familles, et en particulier à la divergence des destins sociaux, économiques des femmes et des hommes, et d'autre part aux inégalités entre les familles, à la fois aux inégalités de richesse entre ces familles, mais aussi aux inégalités dans la prise en charge des enfants et les rôles parentaux. Alors, à l'issue de ces 10 années de recherche, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit d'abord, on n'a pas assez pris en compte le point de vue des parents sur ce qui leur arrive et sur leur confrontation éventuelle au système judiciaire. Et par ailleurs, je me suis dit aussi, finalement, une des conclusions de cette recherche, une autre manière de dire ce que je viens de dire, c'est que l'institution judiciaire, l'État-providence, participe à la reproduction de ce qu'on peut appeler l'hétérosexualité parentale. Okay. Je ne développe pas ici, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, voilà, j'avais l'impression d'avoir beaucoup appris sur ce qu'on prend souvent pour acquis, ce qui va de soi, entre guillemets, à savoir l'hétérosexualité comme système de pouvoir tel qu'il se déploie au sein de la famille dite nucléaire ou conjugale. Et je me suis dit, il faut aller voir du côté d'autres formes de relations familiales, d'autres formes de relations conjugales, d'où l'idée de travailler cette fois-ci sur les droits parentaux des personnes LGBTQ+, en prenant en compte le point de vue des parents concernés, et par ailleurs, en amplifiant la comparaison internationale que j'avais proposée dans ce livre ou ces livres à partir de la France et du Québec, en y ajoutant un cas national, en l'occurrence celui du Chili. Je vais évidemment en reparler. Alors, ceci m'amène très rapidement, parce que j'ai oublié de lancer mon compteur, donc j'ajoute 5 minutes déjà. Autant. Bref, ça y est, c'est parti. À vous présenter rapidement le cadre théorique sur lequel je vais m'appuyer. Une autre manière encore de résumer ce que je viens de vous présenter sur la précédente recherche, c'est que finalement, quand on prend le droit, quand on prend la famille, on a là 2 institutions, alors dans des exceptions assez différentes du terme institution, mais je ne développe pas cela, qu'on peut qualifier de conservatrices.
la famille, là, je ne développe pas évidemment la critique féministe autour du patriarcat, mais c'est quelque chose d'essentiel. On verra qu'elle se prolonge d'ailleurs en large part à travers la critique queer, notamment de l'institution familiale. Et puis d'autre part, le droit. On sait également que le droit, et notamment le droit de la famille, participe à fixer, à formaliser, à institutionnaliser des identités, à rendre certaines formes d'inclusion dans la société possibles et d'autres impossibles ou marginalisées, discriminées, altérisées. Alors, ça concerne évidemment les minorités sexuelles et de genre, mais ça concerne aussi bien d'autres formes de marginalisation, les peuples colonisés, esclavagisés ou dans des rapports postcoloniaux, et également les personnes en situation de handicap. Je ne développe pas, mais on pourrait travailler ces enjeux d'inclusion, exclusion, de normalisation à partir d'autres rapports sociaux que ceux que j'étudie, à travers la conjugalité et la filiation. Mais vous le savez aussi, sans doute, hein, c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui, j'imagine, dans un partenariat qui s'appelle Familles en mouvance. Quand on analyse les transformations des formes familiales dans les sociétés contemporaines, l'ouverture progressive, l'institutionnalisation de formes de conjugalité et de parenté non fondées sur l'hétérosexualité, voire non fondées sur la cisidentité, participent des transformations contemporaines de la famille de manière majeure. Et puis par ailleurs, quand on regarde cette question-là de l'autre point de vue, du point de vue des minorités sexuelles et de genre, la question de la reconnaissance progressive d'un droit à la conjugalité, d'un droit à la filiation, participe à des formes de citoyenneté moins marginales, moins excluantes que précédemment. À cet égard, on a toute une littérature qui ne porte pas forcément sur la sphère de la famille. Là, la référence que je vous ai mise à Engel et Munger, ce sont des sociologues du droit américain qui travaillent sur le droit du handicap dans la sphère professionnelle. Ils cherchent à comprendre comment les lois qui se sont mises en place dans les années 90-2000 en matière de handicap dans la sphère professionnelle transforment la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, tout en travaillant sur un tout autre objet a priori, c'est en partie dans cette filiation-là, si je puis dire, la métaphore n'est pas forcément très bonne aujourd'hui, que je m'inscris pour essayer de travailler comment les rapports familiaux, les rapports entre État, droit, individus et collectifs participent à la transformation de la citoyenneté. Alors, pour me rapprocher maintenant un petit peu de mon objet, de ce qui m'intéresse, à savoir ce qu'est la famille et qu'est-ce que faire famille, eh bien, je m'appuie finalement sur deux cadres théoriques qui s'articulent, je pense, assez bien. Le premier, vous le connaissez forcément si vous avez fait un peu de l'anthropologie de la parenté à un moment donné. Et en particulier, c'est les travaux de l'Américain David Schneider dans les années 60, qui travaille sur le modèle américain, mais on pourrait dire euro-américain, de parenté dans les sociétés post-Seconde Guerre mondiale. Il montre que la parenté euro-américaine à l'époque a deux grands piliers, le sang, donc le lien biologique, et le droit. Et il montre plus précisément même que le droit va singer, va reproduire, va valoriser, va considérer comme la norme et va institutionnaliser donc le lien biologique. Donc, ces deux premiers piliers qui sont posés depuis de longue date dans l'anthropologie de la parenté, ils ont été complétés par des gens qui se situent à l'intersection de l'anthropologie et de la sociologie, et en particulier par la sociologue et anthropologue française Florence Weber, par une attention au quotidien, à ce qui m'a intéressée, moi, depuis 10 ans, c'est-à-dire quand un couple se sépare, qui va prendre en charge les enfants, qui va aller les chercher à l'école, qui va payer pour les frais de garderie, etc. Donc, ce que j'essaie de travailler, moi, c'est comment l'inclusion progressive, controversée, incomplète des minorités sexuelles et de genre dans un dispositif juridique de conjugalité et de parenté qui, au départ, est conçu autour de ce double pilier juridique et biologique, s'articule avec des enjeux liés à ce qu'on appelle la parentalité, finalement, ou, comme le dit Florence Weber, la parenté pratique, ce que ça veut dire être parent au quotidien. Et en l'occurrence, les personnes qui se situent aux marges du système de parenté du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, elles mettent au défi, ou l'État, en les excluant, met au défi ces trois piliers, puisque
historiquement, hein, typiquement, certains de ces parents n'ont pas de lien biologique avec leur enfant ou pendant très longtemps, ces couples-là n'ont pas pu être reconnus juridiquement comme parents, ou en tout cas, le parent, plus souvent la mère, dans le cas des couples de femmes, n'avait pas de lien juridique avec l'enfant. Et ça s'articule assez bien avec ce que l'on peut appeler l'hétéronormativité parentale. Le système idéologique qui organise notre appréhension du monde social, qui rend intelligibles certains corps, qui rend intelligibles certains individus et qui en rend à l'inverse inintelligibles d'autres. Je résume ici très rapidement, mais c'est la dyade conjugale, hein, le couple, être parent à deux. Être parent à deux avec une dyade qui est fondée sur la différence, la complémentarité et la hiérarchisation des parents selon leur sexe ou leur genre et ou leur genre. Typiquement, il doit y avoir un homme et une femme, et l'homme doit être père et la femme doit être mère. Okay. Et puis, par ailleurs, et là, on retrouve la question du sang avancée par Schneider, cette hétéronormativité, elle se fonde aussi sur l'idée que les enfants sont conçus dans le cadre d'une sexualité procréative, en l'occurrence par un coït hétérosexuel. Tout ça pour dire que de ces deux manières, hein, les configurations que j'étudie, elles mettent au défi l'articulation ou le désajustement potentiel entre ces trois piliers d'hétéronormativité parentale, ou entre ces trois dimensions de la parenté. Alors, je vais passer très vite parce que le temps file déjà, mais il y a déjà une littérature qui porte sur ces sujets-là, qui porte sur la manière dont se transforment les droits conjugaux et parentaux des personnes LGBTQ+, et puis qui envisage aussi la manière dont les parents concernés se repèrent dans un univers juridique qui est relativement incertain, qui est relativement mouvant aussi, qui évolue rapidement dans le temps. Et ces recherches, elles posent des balises très importantes pour la recherche que je mène. Simplement, dans la plupart des cas, elles portent sur des contextes historiques, territoriaux, dans lesquels les formes d'accès à la parenté légale sont moins prégnantes, sont moins ouvertes que celles que l'on connaît par exemple aujourd'hui au Québec. Typiquement, un champ de recherche considérable en littérature américaine, ça a été ce qu'on appelle en anglais la second parent adoption. Okay, à une époque, dans les années 2000 ou début des années 2010, dans beaucoup d'États aux États-Unis, où seule la mère qui avait accouché avait un statut légal de mère dès la naissance, et où sa partenaire, l'autre mère, devait adopter l'enfant si elle voulait être reconnue juridiquement. Au passage, ça peut vous paraître très loin au Québec parce que depuis la loi de 2002, ce n'est plus nécessaire, mais en France, c'est la loi bioéthique votée à l'été 2021 qui met un terme à cette obligation d'adoption intraconjugale, donc c'est extrêmement récent. Alors, j'avance maintenant pour vous préciser un tout petit peu la manière dont je me positionne. D'abord, la plupart des travaux de recherche, selon une logique de spécialisation entre les sous-champs de la sociologie, portent soit sur les professionnels du droit, soit sur la sphère militante, soit sur le faire famille du point de vue des personnes concernées. Okay, moi, j'essaie, même si on y arrive rarement complètement, d'allier ces différents points de vue, et notamment sur une procédure particulière judiciarisée, de recueillir à la fois le point de vue des avocates et avocats, des juges, des professionnels du droit, mais aussi des groupes militants qui éventuellement ont été impliqués dans la construction de cette cause, j'y reviendrai, et finalement des parents concernés. J'essaie aussi de développer une perspective intersectionnelle, en particulier, comme je l'avais fait précédemment, sous l'angle de la classe et du genre, dans la mesure où la plupart des personnes que je rencontre sont des personnes blanches. Il est plus compliqué de travailler sur les processus de racialisation, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et ensuite, je propose une sociologie multisituée de différents points de vue, d'abord entre trois contextes nationaux, qui ont en point commun un certain héritage catholique très variable d'un contexte à l'autre, mais en tout cas qui pèse quand même dans les débats, et d'autre part, du point de vue juridique, une tradition civiliste, une tradition de code civil. Je ne vais pas développer cela, mais il y a des juristes parmi vous qui voient tout à fait de quoi je parle. Pour les autres, ça sera pour plus tard. Je prête également attention aux circulations transnationales, qu'il s'agisse des circulations des parents, mais aussi des circulations des mouvements sociaux qui peuvent avoir un ancrage transnational, ou encore des tribunaux, et en particulier, je travaille dans deux contextes, la France et le Chili, dans lesquels il y a des tribunaux internationaux, et la Cour européenne des droits humains et la Cour interaméricaine des droits humains, qui se sont prononcés sur ces questions-là. Et puis finalement, à l'intérieur de chaque cas,
Et ça, c'est particulièrement compliqué quand on ne réside pas dans 2 des 3 contextes. J'essaie de ne pas me limiter aux capitales. Je ne vais pas qu'à Montréal, je ne vais pas qu'à Santiago ou à Paris. J'essaie aussi de comprendre ce qui se joue dans des territoires, en particulier la France, le Québec et le Chili, qui sont très étendus. Et sous l'angle des expériences familiales, comme sous l'angle de l'accès à la justice, en fait, du rapport aux institutions, c'est évidemment pas la même chose de vivre à Santiago où il y a 4 tribunaux de la famille, ou de vivre tout au nord à 2000 km ou tout au sud à 2000 km à nouveau de la capitale chilienne, Santiago, hein, du point de vue y compris de l'accès à la justice. Je ne développe pas les grandes questions que je me pose, mais en gros, voilà, vous pouvez regarder le point 1 qui résume l'essentiel, hein, dans quelle mesure cette reconnaissance juridique, variable, partielle, controversée, de ces configurations parentales ébranle-t-elle les rapports sociaux de domination. Alors, on a 3 cas nationaux, là, c'est peut-être écrit un petit peu petit, je ne sais pas si vous avez la chance de réussir à lire, je ne vais pas développer chaque chronologie, simplement je veux vous rendre sensible à une forme d'évidence qu'il faut certes prendre au sérieux, mais avec laquelle il faut aussi prendre ses distances. Pourquoi le Québec est tout en haut? Pourquoi le Chili est tout en bas? Parce que le Québec a reconnu plus précocement que le Chili les droits des couples de même sexe, et en particulier des couples de mère à la filiation. Donc, une première manière d'ordonner en fait, ces 3 cas nationaux, c'est de dire le Québec est en avance, le Chili est en retard, la France est en position intermédiaire. Ce n'est pas faux quand on regarde la législation. Mais ce n'est pas complètement la perspective dans laquelle je veux me situer, hein, parce que ça serait une perspective diffusionniste, hein, qui partirait du point de vue qu'en gros, on a un certain nombre d'États avant-gardistes, on pourrait parler des Pays-Bas, par exemple, en Europe aussi, ou bref, qui définissent une norme qui serait ensuite reprise, diffusée progressivement dans l'ensemble du monde, et tout irait mieux ainsi dans le meilleur des mondes possibles. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que cette perspective diffusionniste, elle suppose d'arriver à fixer une fin. J'aurais fait cette conférence devant vous en 2019, au Chili, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de filiation pour les couples de même sexe, sauf que maintenant, on est en 2022. Et je vais vous dire dans un instant, mais là, en matière de filiation, le Chili a une loi beaucoup plus ouverte aux couples de femmes que la France et même que le Québec. J'aurais absolument pas pu vous tenir ce discours il y a encore 9 mois. D'accord? Donc, soyons modestes. Nécessairement, quand on fait une recherche, on est obligé de s'arrêter quelque part, mais en tout cas, évitons cette perspective diffusionniste. Cette perspective diffusionniste, elle trouve aussi ses limites dans le fait que bien souvent, pour arriver à dire le Québec est en avance, le Chili est en retard, la France est au milieu, il faut s'arrêter à une définition finalement assez macro et assez approximative de ce que sont les droits conjugués parentaux des personnes LGBT. Okay. Je vais citer un ouvrage qui est très intéressant tout à l'heure, un ouvrage de Jorge Diez, qui est un politologue canadien, qui est en poste à l'université de Guelph en Ontario, qui a publié en 2015 un ouvrage de référence, Gay Marriage in Latin America, qui compare le Mexique, l'Argentine et le Chili. Donc, il regarde, en gros, et il s'étonne. Le point de départ de sa recherche, c'est que le Chili est un contre-exemple, parce qu'au Mexique, en Argentine, il y a déjà le mariage pour les couples de même sexe, et pas au Chili. Sauf qu'il ne nous dit pas, en fait, ce que c'est que le mariage. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un mariage avec un régime matrimonial, par exemple, qui est identique entre couples de même sexe et couples de sexe différents? Et surtout, dans ce qui m'intéresse, est-ce que c'est une loi sur le mariage qui inclut ou pas la filiation? Okay, je faisais référence à la France tout à l'heure, pour ceux et celles d'entre vous qui ont à peu près en tête la loi de 2013 dite du mariage pour tous. Vous savez peut-être que cette loi dite du mariage pour tous, elle ouvre la possibilité de filiation pour les couples de même sexe, mais uniquement, je le disais il y a un instant, sous la forme de l'adoption intraconjugale, ce qui est beaucoup plus limité que la loi québécoise de 2002, qui, elle, au passage, n'incluait pas le mariage, vu que le Québec n'a pas la compétence qui relève du fédéral sur le mariage. Bref, donc mon propos, c'est d'aller à une échelle beaucoup plus méso, disons, qui essaie de décomposer, en fait, ce que l'on appelle les droits conjugaux et parentaux des personnes LGBT. Pour, par exemple, j'en ai pas encore du tout parlé, mais vous l'avez en tête, je pense, je ne parle que de ça depuis le début, je ne parle que des couples de même sexe, qui sont présupposés cis, gays, lesbiens, éventuellement bisexuels. Mais ce qui commence à avoir une visibilité forte depuis quelques années, c'est évidemment la question des parents trans. Et les lois actuelles, comme la jurisprudence, qui se sont construites à partir des couples cis de même sexe, ne correspondent pas nécessairement à d'autres composantes des minorités sexuelles et de genre. Donc, on y va mollo. Le Chili est certes en retard, mais pas surtout, et notamment, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais sur la question des mineurs trans, le Chili, mais aussi l'Argentine, ont élaboré des législations plus ouvertes, en tout cas qu'en France, et dans certaines mesures qu'au Québec aussi. Alors, c'est une recherche qui a débuté en 2019 et qui est toujours en cours, et dont on peut dire qu'elle mobilise principalement 2 grandes sources. D'une part, des entrevues, enfin des entretiens, avec à la fois, je vous le disais, des parents séparés, des professionnels du droit,
Dans le contexte québécois, j'appelle professionnels du droit des médiatrices et médiateurs, y compris quand ils ne sont pas juristes, mais voilà, parce qu'ils interviennent pour le coup dans les catégories du droit de la famille. Et aussi, alors des personnes que l'on peut décrire différemment, mais en gros qui sont dans la sphère soit de l'intervention communautaire, soit du militantisme LGBTQ+. C'est une recherche qui articule à ces entrevues un travail sur des dossiers judiciaires. Alors, en relativement petit nombre, parce que ce n'est pas forcément toujours évident, avec des jugements de première instance en particulier qui ne sont pas tous publics, de les réunir. Donc, bien souvent, en fait, c'est par les enquêtés, soit les parents, soit les avocats, avocates, soit les juges, que j'arrive à accéder à des jugements. En France, vous le voyez peut-être, la recherche, elle est beaucoup moins avancée qu'elle n'est au Québec et au Chili, empiriquement. En fait, je ne vais pas vous parler de la France aujourd'hui, ou très peu, simplement de manière incidente, parce qu'en France, je n'ai travaillé que sur une procédure donnée, une procédure qui est très intéressante de mon point de vue, à savoir la transcription des actes de naissance des enfants qui sont nés à l'étranger suite à une gestation pour autrui, ou plus rarement une procréation médicalement assistée. Ça signifie qu'on a réussi à… Ce qui est intéressant, c'est que ce contentieux-là, en France, il est concentré sur un seul tribunal. Et donc là, pour le coup, on a pu faire une analyse systématique de l'ensemble des procédures en relevant, ce qui nous amène à 86. Mais voilà, c'est plus qu'ailleurs, mais néanmoins, je n'ai pas encore démarré l'enquête du côté des parents en France. Donc tout ça reste à suivre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du Chili, tandis que Joanie vous parlera du Québec. Parce que cette recherche, elle se déploie autour de 3 équipes constituées dans chacun des pays. Et en particulier au Québec, elle a été financée à la fois par un autre partenariat de recherche, séparation parentale, recomposition familiale, qui est à l'Université Laval, et d'autre part par le ministère de la Justice du Québec dans le cadre de son plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On est actuellement dans le 2e plan de lutte qui se termine au 31 mars 2023, oui, c'est ça, et qui sera suivi par un 3e plan de lutte. Dans le contexte québécois, j'ai travaillé avec les différents collègues étudiants et étudiantes qui sont indiqués ici, et en particulier avec Joanie Bouchard, désormais à l'Université de Sherbrooke, qui présentera donc une partie de notre recherche tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne suis pas sûre d'y être encore arrivée, donc je soumets tout ça à votre discussion. Mais comment est-ce qu'on fait pour travailler sur 3 pays sans se dire, a priori, il y a une cohérence intrinsèque à chaque contexte national, pardon. Donc, en essayant de déployer finalement une analyse qui soit en partie transversale aux cas nationaux, okay, et une analyse qui appréhende autant que possible les différentes positions au sein des minorités sexuelles et de genre, du point de vue de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais aussi les différents parcours procréatifs, sans tenir, par exemple, à ce qui a été le plus étudié jusque-là, à savoir les couples CIX de même sexe. Bien, voilà ce que je vous propose pour l'instant, en tout cas, c'est les 3 grands axes à partir desquels je voudrais structurer mon analyse. 3 grands axes qui renvoient à 3 configurations, en fait, 3 états des droits parentaux des minorités sexuelles et de genre, qui ne correspondent chacune à elle seule, ni à un seul cas national. Okay, on trouve de la France, du Québec, du Chili dans chacune des configurations. Okay, et qui ne correspondent chacune pas non plus à une seule position en termes de parcours procréatif et en termes de positionnement au sein des minorités sexuelles et de genre. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est bien d'avoir des configurations transversales dont on pense qu'elles peuvent peser sur les expériences. Attention ici, pas de juridisme. Par exemple, le premier cas, la première configuration, être parent sans en avoir le droit ou en risquant de le perdre. Okay, il ne s'agit pas de dire que tous les parents, toujours, partout, cherchent à obtenir une reconnaissance légale. Okay, il peut y avoir d'autres formes de reconnaissance, d'autres formes d'existence que celles qui passent par une filiation légale. Néanmoins, ce que j'essaie de dire, dans le prolongement des travaux de sociologie du droit qui disent que le droit il fonctionne moins comme contrainte que comme délimitation du champ des possibles, okay, j'essaie de comprendre en fait comment chaque configuration juridique, elle oriente un champ des possibles. Et la première configuration, là, être parent sans en avoir le droit ou en risquant de le perdre, elle est particulièrement intéressante, me semble-t-il, parce qu'on a tendance à renvoyer cette question-là vers le passé. Okay, typiquement, la littérature sur les familles homoparentales, selon l'expression qu'on utilisait il y a encore peu de temps, elle s'est construite en large part aux États-Unis, dans le champ de la psychologie, dans le champ du travail social, en lien avec l'expertise devant les tribunaux. Parce que jusque dans les années 70, 80, voire 90,
une mère, typiquement, qui avait eu des enfants avec un homme, qui se remettait en couple avec une femme, risquait de perdre la garde de ses enfants. Okay, et donc, il y a des mouvements sociaux plutôt organisés autour de réseaux d'expertise, en fait, qui se sont constitués pour faire la preuve, sous la forme d'expertise judiciaire, que ces mères n'étaient pas moins capables de s'occuper de leurs enfants que d'autres mères ou que le père dans ces configurations-là. D'accord ? Donc ça, on pourrait se dire c'est du passé. Séparation et coming out, bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, non ? C'est correct ? Okay. Sauf que pour les parents trans, en fait, cette question-là, elle s'est posée encore jusqu'à très récemment, y compris au Québec. Okay, le premier jugement médiatisé, ça ne veut pas dire que c'est le premier jugement, mais en tout cas le premier jugement médiatisé, publicisé, qui parle d'une garde partagée après une transition de genre d'un des parents, c'est 2015. D'accord ? C'est quand même pas vieux. Alors, la deuxième configuration, j'ai mis beaucoup de slash, là, ça fait un peu beaucoup, mais en gros, ça, c'est la configuration à laquelle on s'entend quand on travaille sur ces sujets. Okay, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on modifie le droit? Comment est-ce qu'on transforme le droit dans le sens d'une plus grande reconnaissance légale? Okay. Pour l'instant, je mets plusieurs termes parce qu'en fait, selon la configuration, on n'est pas exactement dans le même rapport au droit, en fait. Et puis, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'essaie de prendre en compte à la fois l'expérience des parents, qui cherchent donc, dans certains cas, à être reconnus juridiquement, mais je cherche aussi à appréhender l'expérience des juristes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des avocats, des juges qui ne sont pas nécessairement, même très rarement, eux-mêmes directement concernés, qui ne sont pas non plus militantes dans ce champ-là, vont se dire, bah ouais, vous allez voir dans le cas chilien, c'est assez spectaculaire en fait. Pourquoi à un moment donné, des juges de première instance, de la famille, qui sont a priori pas habilités à changer le droit, on est dans un système civiliste, hein, ce n'est pas la Cour suprême, okay, vont se dire, bah si, le Code civil ne le permet pas, mais on va quand même le faire. On va quand même reconnaître deux mères sur l'acte de naissance de leur enfant. La troisième configuration, c'est celle dont Joanie vous parlera à la fin de cette présentation. On peut en parler pour le Québec, bien sûr, mais on peut aussi en parler sous certains égards en France et au Chili. En particulier, s'agissant des couples cis de même sexe, effectivement, on pourrait avoir l'impression que l'égalité juridique est là, puisque depuis 2002, deux mères peuvent être reconnues comme mères légales dès la naissance de leur enfant sous certaines conditions. L'idée ici, d'autant plus qu'au Québec, on se situe 20 ans après cette loi, en quelque sorte, les mères, les femmes qui deviennent mères aujourd'hui sont les héritières de quelque chose qui est arrivé souvent même avant qu'elles soient adultes, de ce processus. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment cette égalité juridique transforme les processus de minorisation. Pitch, sans surprise, l'égalité juridique ne met pas fin à l'hétéronormativité qui réapparaît par la fenêtre, surtout quand on s'en méfie pas. Alors, j'arrive maintenant au Chili. Vous n'avez pas forcément suivi l'actualité chilienne. Nous disons que si vous l'avez suivi, il est plus probable que vous, c'est super important, hein, que vous ayez eu vent du référendum sur le projet de nouvelle constitution qui s'est tenu au début du mois de septembre et qui a été rejeté par ce référendum. Donc, pas de nouvelle constitution pour le Chili pour l'instant. Ce contexte macro, il est très important pour ce que je vais vous raconter. Parce qu'effectivement, en décembre 2021, avec entrée en vigueur quelques mois plus tard, en mars 2022, a été adoptée une loi qui s'appelle la loi Matrimonio Igualitario, qui ouvre à la fois le mariage et la filiation aux couples de même sexe. Vous avez ici en photo le premier couple, un couple d'hommes avec 2 très jeunes enfants nés par GPA en Colombie, qui s'est marié le 10 mars 2022. Bon. Je vous ai résumé sur la suite de cette diapo les principaux contenus de cette loi, en particulier sous l'angle de la filiation. J'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez des détails, mais en gros, pour le dire très vite, c'est une loi qui ouvre largement la filiation aux couples de même sexe, tout en maintenant certaines formes de privilèges pour les couples mariés de sexes différents et par ailleurs pour les couples, quel que soit leur sexe, qui sont devenus parents, quel que soit leur sexe. Non, parce que pour les hommes, ce n'est pas pareil, mais en tout cas, qu'il s'agisse de couples de même sexe ou de couples de sexes différents, s'ils ont eu recours à des techniques de PREMA. D'accord ? Donc, on a une forme de reconstitution, finalement, de formes de privilèges, y compris quand on souffre à l'homoparentalité. Mais je vous parlais tout à l'heure du référendum sur la Constitution. Ce contexte de court terme, il nous importe beaucoup pour cette recherche. Parce qu'en fait, si cette loi a été votée, je vais passer à la suite, regardez tout en bas, là, je reviendrai en arrière après, c'est parce que le président de l'époque, Sebastián Piñera, qui est un président de centre droit,
a été bousculée par un énorme mouvement social qu'on appelle l'estallido social ou la revuelta, en octobre-novembre 2019, qui a considérablement fragilisé la fin de son mandat, qui l'a fragilisé à gauche, on lui a reproché d'avoir envoyé l'armée dans les rues, mais qui l'a fragilité aussi à droite, avec une extrême droite chilienne qui est suffisamment puissante pour avoir amené un candidat Katz au deuxième tour de l'élection présidentielle. Là-dessus, Piñera a dû consentir à ce que les Chiliennes et les Chiliens décident par référendum s'il fallait effectivement changer la Constitution, s'il fallait élire une convention constitutionnelle. D'accord ? Sebastián Piñera était à la fin de son deuxième mandat, il ne pouvait pas se représenter. Sebastián Piñera, il représente le centre-droit qui se veut libéral, c'est-à-dire néolibéral d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi relativement progressiste du point de vue des libertés individuelles. Et donc, quand il a fait son dernier discours annuel, qu'on appelle la Cuenta Pública, de juin 2021, il a dit qu'il allait faire une réforme importante avant de quitter le pouvoir. C'est le mariage pour tous. Comme une manière de léguer un héritage libéral à son successeur, qui se trouve aujourd'hui être un jeune président de gauche, Gabriel Boric. Donc cette dynamique de court terme, elle est absolument essentielle pour comprendre ce qui s'est joué au Chili, et ce d'autant plus que j'ai résumé ici, je vais aller très vite, mais en gros, le Chili a une réputation conservatrice qui n'est pas complètement usurpée, on va dire, tant du point de vue du droit des femmes, une loi sur le divorce très tardif, un accès à l'avortement qui est encore aujourd'hui très, très limité, et voilà, une union civile qui ne date que de 2015. Pour vous donner une tout petit repère très récent, la différence de majorité sexuelle, que l'on conçoit des relations sexuelles entre hommes et femmes ou entre hommes, elle a été modifiée à l'hiver, il y a 3 mois, 2022. D'accord ? En France, où on n'est quand même pas super en avance sur ces questions-là, c'était 40 ans avant, 1982. D'accord ? Ouais. Donc, tant du point de vue du droit des femmes que du point de vue des droits LGBT, Diez, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi Ashton, s'agissant des droits des femmes, ont montré qu'il y avait des forces conservatrices très fortes dans la société chilienne, en particulier du côté de l'Église catholique, qu'il y avait une faiblesse structurelle des mouvements sociaux, notamment du mouvement gay, très peu lié notamment au mouvement féministe et en particulier au mouvement lesbo-féministe, et qu'il y avait aussi des rapports interpartisans entre partis politiques, en particulier à gauche, dans le contexte post-dictature, qui favorisaient le statu quo, qui favorisaient l'inertie. Donc, c'est en partie, évidemment, l'estallido social de 2019, le processus constitutionnel, qui ouvre une fenêtre d'opportunité au Parlement, dont les partisanes et partisans des réformes sont en capacité de se mobiliser, de tirer profit, parce qu'en fait, il y a eu une mobilisation beaucoup plus longue, beaucoup plus de moyen terme, avec 2 stratégies complémentaires des mouvements sociaux. D'une part, la visibilité publique, je ne développe pas, mais c'est quelque chose qui est très connu du côté des études LGBT, ce qu'on appelle les visibility politics, à la fois dans la rue, les marchas, les marches des fiertés, et dans les médias, y compris les médias mainstream conventionnels. Et puis, d'autre part, ce sur quoi je voudrais surtout insister maintenant, l'activisme judiciaire. Strategic litigation en anglais. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de très connu, strategic litigation, notamment dans le champ des droits LGBT, mais sur plein d'autres sujets également. Et souvent, on le regarde vis-à-vis des cours suprêmes. Et ça marche dans le contexte chilien, mais on ne peut pas réduire l'activisme judiciaire aux cours suprêmes, et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite après. Mais quand même, les cours suprêmes et les tribunaux internationaux surtout. Donc, effectivement, au Chili, Cour interaméricaine des droits humains a un genre majeur dans la reconnaissance de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Mais là encore, ce n'est pas une approche top-down. C'est une mère chilienne, lesbienne, qui avait perdu la garde de ses enfants après cette remise en couple avec une femme, qui a sollicité la Cour interaméricaine des droits humains. Et 8 ans après son pourvoi, la Cour interaméricaine, en 2012, a condamné l'État chilien pour discrimination. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas seulement de voir le travail des cours interaméricaines comme dans une perspective diffusionniste s'imposant aux États. Là, il s'agit vraiment de comprendre les interdépendances et qu'est-ce qui fait que certaines fractions de la société civile chilienne, mettons, vont aller solliciter l'instance supérieure. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est que ce qu'on appelle le jugement Atala, du nom de cette femme, Karen Atala, qui arrive en 2012, c'est le premier jugement relatif à l'orientation sexuelle de cette Cour interaméricaine, et ça a eu un impact énorme au Chili, pour plusieurs raisons, mais notamment dans le milieu judiciaire, ça a eu un impact énorme parce que cette femme, cette mère, est juge.
Et du coup, quand on fait des entretiens avec des juges plus jeunes qu'elle, elle a 58 ans, Karen Atala aujourd'hui, mais quand on fait des entretiens avec des juges quadragénaires, en gros, elles ont fini leurs études de droit, elles sont devenues magistrates au moment où Karen Atala était en dispute contre l'État chilien à la Cour interaméricaine. Okay, ça c'est un des facteurs. Hein. Bon, bref, il y en a d'autres. Le Chili a à nouveau été condamné en 2022 par la Cour interaméricaine pour avoir licencié une enseignante de religion parce qu'elle était lesbienne. Donc, bref, il y a plein d'autres choses qui se jouent, mais en tout cas, les propriétés sociales, et en l'occurrence socio-professionnelles, de cette plaignante-là, jouent beaucoup pour la diffusion de ces enjeux-là dans la sphère judiciaire. Par ailleurs, et c'est là qu'il ne faut pas se limiter aux tribunaux internationaux si on veut appréhender l'activisme judiciaire, et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant. Il y a eu une forte mobilisation de couples de mères, soutenus par des cliniques juridiques universitaires, à partir de 2013, donc 9 ans avant le vote de la loi, pour faire reconnaître la double filiation. Et à un moment donné, cette mobilisation, finalement d'assez longue durée, vous allez voir, hop, il y a tout ça comme procédure. Et encore ça, c'est celle qu'on a réussi à retrouver, hein, il y en a peut-être d'autres encore. À un moment donné, autour de 2019-2020, en fait, ces mobilisations judiciaires de mères aidées par des profs de droit dans les universités, elle a rencontré le fait qu'un certain nombre de juges et d'autres personnels des tribunaux se sont formés progressivement aux politiques de genre. Okay, d'abord sous l'angle des violences faites aux femmes. Okay, et cette perspective féministe sur le droit, finalement, cette théorie féministe du droit qui infuse le pouvoir judiciaire, ou en tout cas certains segments du pouvoir judiciaire, et en particulier les tribunaux de la famille, il va s'articuler à partir de 2019-2020 aussi avec cette volonté de changement politique plus profond qui est incarnée par l'estallido social et le projet de nouvelle constitution. Donc ici, en vert, les couples de mères, en rouge, un couple d'hommes. Okay, ça vous montre aussi comment cette lutte-là, elle a été portée avant tout par des couples de femmes, beaucoup moins par des couples d'hommes, pour des raisons qu'on pourra expliquer ensuite. Mais en tout cas, ce que vous ne voyez pas ici, parce qu'évidemment c'est trop petit, c'est qu'il y a eu plusieurs stratégies judiciaires pour tenter de faire reconnaître cette filiation. En fait, il y en a eu 4. Et finalement, c'est la 4e qui a fonctionné avec ce couple. Ça, c'est une recherche Google que j'ai faite en 2019, donc avant qu'elles soient reconnues toutes les deux comme mères. Et ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est donc de leur procédure à Emma de Ramon, celle qui a les cheveux courts, et à Gigliola Di Giamario, celle qui a les cheveux bruns, un peu plus longs, à être reconnues comme les deux mères de leur fils Attilio, qui est né en 2017. Alors, très rapidement, parce que tu nous as dit 45 minutes, Maud. Ouais. Donc, il faut que j'accélère. Mais c'est ma dernière diapo, Joanie, je te rassure. Mais je voudrais quand même m'arrêter un petit peu sur cette procédure judiciaire. Dans ce cas-là, détonnant un petit peu. On est dans un système civiliste, pas un bijuridisme comme au Québec. Là, on est vraiment dans l'idée qu'il y a une hiérarchie entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, que les juges ne doivent faire qu'appliquer la loi, finalement. Okay. Il faut aussi avoir en tête qu'on a une Cour suprême au Chili qui, pour le coup, a rendu des jugements très opposés aux droits des personnes LGBT jusqu'à très récemment, hein, jusqu'en 2021. Petit changement au niveau de la Cour suprême quand même. En 2022, la Cour suprême a permis l'inscription d'une mention de sexe X au mois de juillet ou d'août de l'année dernière, et la personne concernée, qui est une personne trans et intersexe et non-binaire, vient d'avoir la semaine dernière sa nouvelle carte d'identité avec la mention X. Donc ça change aussi dans la Cour suprême, mais en tout cas, jusqu'à très récemment, c'était très, très fermé. Hein. La Cour suprême a rendu un jugement à l'été 2021, donc 3 mois avant le vote de la loi, qui était fermé au mariage des couples de même sexe. Donc du coup, les militants, les profs de droit, se sont dit qu'il fallait plutôt aller vers les tribunaux inférieurs, et en particulier par le tribunal de la famille, qui a été un tribunal réformé en 2005. Dans le contexte post-dictature, tous les tribunaux n'ont pas été réformés, mais celui-ci l'a été. Et c'est le principal champ de diffusion dans le monde judiciaire de cette perspective féministe sur le droit, dont je parlais tout à l'heure, d'une perspective aussi ouverte sur les droits de l'enfant, ce qui a aussi son importance dans le cas qui nous préoccupe. Et c'est aussi une perspective un tribunal dans lequel l'État ne peut pas faire appel. D'accord ? En l'occurrence, ce qu'ont élaboré, en l'occurrence, le président d'un groupe militant important qui s'appelle la Fondation Iguales, qui à l'époque était un avocat,
et Juan Enrique Pi, et une prof de droit de l'Université du Chili qui s'appelle Fabiola Latrop, qui avait déjà été experte dans l'affaire Atala au début de sa carrière. C'est une stratégie qui implique une mère contre l'autre devant un tribunal de la famille, de sorte que personne d'autre que les mères ne peuvent faire appel, ce qui est une manière de court-circuiter les tribunaux supérieurs. Et c'est là que c'est intéressant. En fait, cette stratégie, elle consiste à subvertir une procédure qui est au départ construite pour les couples hétérosexuels. C'est ce qu'on appelle en espagnol réclamation de filiation, traduction littérale réclamation de filiation, traduction dans notre vocabulaire reconnaissance de paternité. En fait, c'est une procédure qui est faite dans le contexte chilien. Ce n'est pas forcément le cas des reconnaissances de paternité ici, où ça peut être les pères biologiques qui demandent à être reconnus, mais dans le contexte chilien, il y a beaucoup d'enfants qui ont une seule filiation établie, seulement avec leur mère biologique. Et en fait, ces mères vont essayer de forcer le père, par un test ADN, à être reconnu comme père légal, en particulier pour toucher une pension alimentaire. D'accord ? Donc, dans les tribunaux de la famille chiliens, ils ont l'habitude de ça. Hein. Les juges qu'on rencontre, ils disent on en fait plusieurs par mois, des tests ADN pour forcer des pères à être pères. Okay, c'est bien correct. Okay. Là, ils sont allés chercher cette procédure-là avec Gigi, la mère qui a accouché, qui veut forcer Emma à être la mère légale, elle aussi. D'accord ? Donc, c'est quand même assez marrant comme twist. Hein, mais c'est là qu'on voit que le droit construit pour les hétéros, il n'est pas forcément, en fait, sous réserve de se saisir de ses marges de manœuvre, il peut aussi servir à d'autres types de couples. Okay. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de regarder le mode d'argumentation. Okay, je ne développe pas ici parce qu'il faut vraiment que je passe la parole à Joanie, mais en gros, la maternité non biologique, elle était déjà permise par le droit, le code civil chilien. Okay, donc, pour le dire autrement, au Chili, une femme qui doit accoucher doit être mère, à peu près pas de moyen d'y échapper. Okay, c'est la maxime latine, etc., qui vaut aussi en France et au Québec. En revanche, on n'est pas forcé d'avoir accouché pour être reconnu comme mère. On peut aussi être reconnu comme mère, par exemple, par adoption, par un jugement judiciaire. Donc, on va aller chercher ça. Et le troisième élément très important, Emma et Gigi, elles ont fait une procréation médicalement assistée dans une clinique espagnole de Valence. Ça, c'est très important, la circulation transnationale des technologies reproductives. Là, du fait de la langue, les cliniques espagnoles, elles s'installent en Amérique latine. Et comme il y a le mariage en Espagne depuis 2005, elles acceptent les couples de même sexe. Okay. Et du coup, ça nous amène à la législation chilienne sur la procréation médicalement assistée. Chili, je l'ai dit tout à l'heure très vite, je pense que vous savez ça, économie néolibérale. Donc, contrairement à la France, par exemple, où on a un encadrement par les lois bioéthiques très strict des technologies médicales de procréation, ce n'est pas du tout le cas au Chili. En fait, il y a juste un article du Code civil qui y fait référence en disant « l'homme et la femme qui font une PMA sont présumés les parents de l'enfant ». La juge, elle a dit, je caricature à peine, il n'y a pas d'article sur la femme et la femme qui font un procréation médicalement assistée, donc il y a un vide légal. Donc moi je dis, deux femmes qui font une procréation médicalement assistée sont les mères de l'enfant. Bref. Alors, je ne vais pas développer ici, mais les caractéristiques socio-professionnelles et militantes de ces deux mères comptent pour beaucoup, puisque vous l'avez vu, elles ont des t-shirts rouges. Elles sont en particulier pour Emma, une des dirigeantes de la Fondation Iguales. Et puis par ailleurs, l'une est directrice, Emma, des Archives nationales. Elle est très connue. C'est une des lesbiennes les plus connues du Chili parce qu'à l'époque, elle était en couple avec Karen Atala. Et Gigi, elle est haute fonctionnaire également. Et donc, voilà, leur propriété sociale, leur propriété militante et leur capital médiatique, en fait, comptent pour beaucoup dans le succès de cette cause et surtout dans sa visibilisation. Bref. Donc, tout ce que vous voyez ici, dernière colonne à droite, là, c'est tous les cas de cette procédure qui ont donné lieu à un jugement favorable. Okay. En fait, il n'y a pas eu de jugement défavorable suite à des réclamations de filiation. Okay. Ce qui ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En particulier, il y a pas mal de tribunaux qui ont fait traîner, qui ont refusé d'entendre, qui attendaient la loi, etc. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu ce jugement en 2020, ça a créé une quasi-jurisprudence, même s'il n'y avait pas de primauté du fait que c'était un tribunal de première instance, qui a fait que d'autres juges, beaucoup moins féministes que la juge qui a rendu le premier jugement, ont rendu des décisions de ce type. Je m'arrête là, c'est un peu abrupt, mais il faut absolument que vous sachiez 2-3 trucs sur le Québec quand même. Et donc, je passe la parole à Joanie. Merci pour votre écoute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous parlez du cas québécois. En fait, il faut dire que cette partie-là de la présentation s'appuie donc sur la recherche qu'on a fait à la fois auprès de parents,
également auprès de professionnels du droit. Et c'est une recherche qui était cadrée beaucoup dans le contexte de la séparation et de la recomposition familiale. Donc, évidemment que ça teinte ce dont je vais parler ici. Premièrement, l'histoire que je vous conte débute en fait avec la loi instituant l'union civile et les nouvelles règles de filiation de 2002, qui a permis à plusieurs personnes en fait de se projeter dans la parentalité, étant donné que la non-reconnaissance du statut d'un ou d'une des conjoints contribuait finalement à être un facteur d'insécurité et un frein à la parentalité auparavant. Mais malgré cette évolution-là, il faut dire que les parcours des parents LGBTQ dans l'espace public sont encore marqués par l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'obtention des droits formels, donc du mariage, de la filiation, ne signifie pas que l'égalité soit effective dans la vie quotidienne dans tous les cas. Les parents, en fait, sont confrontés à des attitudes hétérosexistes lors de leurs interactions avec la sphère publique. Il y a en fait plusieurs rappels récurrents des différences et de non-conformité au modèle hétéro-cis-normatif qui reviennent assaillir les parents à plusieurs égards. En fait, il y a notamment le fait que dans plusieurs égards, en fait, les catégories bureaucratiques qui vont être utilisées, notamment pour donner un exemple, vont encore de nos jours, même si on commence à entamer des discussions et des réflexions à cet égard, mais ça reste que, encore de nos jours, il y a beaucoup de ces identités du père et de la mère qui sont reprises dans les formulaires de toutes sortes et qui finalement excluent les couples de même sexe et également certaines personnes qui sont trans ou non-binaires. C'est une confrontation à des catégories hétéro-cis-normatives qui est en fait une forme récurrente de mise à l'écart et qui peut avoir des conséquences réelles sur la façon dont les personnes vont s'imaginer quels sont les droits auxquels ils ont accès. Par exemple, une femme cis qui a eu un enfant avec une femme cis, elle nous avait mentionné avoir cru ne pas être éligible au régime québécois d'assurance parentale, étant donné la référence aux termes père et mère constamment dans les formulaires qui lui étaient présentés. Il y a d'autres parents aussi qui évoquaient le fait de tirer à pile ou face qui allait être désigné comme étant père et qui allait être désigné comme étant mère sur différents formulaires. C'est un malaise qui est partagé également par les professionnels du droit qu'on a rencontrés au moment de présenter ces formulaires-là à leurs clients. Donc, lorsque je vous disais qu'on s'est intéressé particulièrement aux séparations et aux reconfigurations familiales, il faut dire que ce ne sont pas toujours des contextes qui sont conflictuels, mais qui vont tout de même exacerber les difficultés qui vont être rencontrées par les parents LGBT, et ce particulièrement lorsqu'il va y avoir un conflit. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête également, c'est que ce ne sont pas tous les parents qui ont fondé une famille suite à un coming out. En fait, qu'est-ce qui va être perçu comme un changement d'orientation sexuelle, d'identité de genre, peut être même à l'origine d'une rupture et peut contribuer justement à être teinté par une question de conflit dans ce cas-là. Un sentiment de culpabilité dans un processus de rupture qui peut contribuer également à la renonciation de droits, comme le fait de faire des concessions relativement, notamment à la pension alimentaire ou à la garde. C'est des contextes finalement qui peuvent également, lorsqu'ils sont conflictuels, exposer ses parents à de l'homophobie, de la part à la fois de leur ancien ou ancienne conjointe ou des personnes qui sont membres de leur entourage. Les professionnels, comme les médiateurs et les médiatrices familiaux, ne sont pas toujours en mesure d'intervenir de façon appropriée dans des cas d'homophobie ou de transphobie. C'est que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas reconnues comme un motif qui remet en doute la capacité parentale d'une personne devant la loi, mais c'est un motif qui continue tout de même d'être mis de l'avant devant notamment à la cour ou devant le médiateur, médiatrice par des ex-conjoints ou des ex-conjointes. On peut aussi évoquer l'idée d'une différenciation entre les parents qui peut être faite dans ces contextes-là lorsque, par exemple, des gens vont se présenter devant la cour en raison du lien biologique que ces personnes-là vont entretenir avec leur enfant. Dans le cas de couple de mère, par exemple, certaines personnes vont questionner ou mettre l'avant l'idée d'être une vraie mère, et là je mets ça en guillemets, c'est-à-dire en étant la personne qui a porté l'enfant, donc et qui a accouché de l'enfant, ce qui donnerait un statut finalement qui serait particulier par rapport à cet enfant-là. Évidemment, ce n'est pas un statut qui se reflète dans les lois.
aucunement, mais c'est un argument qui peut être mis de l'avant par certaines personnes, particulièrement lorsque le contexte de séparation est particulièrement conflictuel et litigieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est une persistance de certains modèles hétéro-cis-normatifs qui vont être perceptibles à plusieurs endroits, y compris devant la Cour. Tant les avocats que les juges vont tenter, par exemple, d'attribuer des rôles genrés aux parents LGBTQ. L'exemple d'un jugement où, notamment, on mettait de l'avant le fait que l'une des deux mères d'un enfant était plus manuelle et avait un intérêt pour le sport. Donc, cette personne-là pouvait présenter un modèle masculin à son enfant. Également, en fait, on a rencontré une personne qui nous disait avoir été qualifiée de père, une personne qui s'identifiait comme étant une mère, donc avoir été qualifiée de père par l'avocat de la partie adverse, étant donné qu'elle n'avait pas porté l'enfant. Lorsque les parents trans vont se présenter devant les tribunaux également, on va noter qu'il va y avoir un recours aux expertises psychosociales qui va être particulièrement marqué, notamment au moment de questionner l'adaptation d'enfants au changement. Donc, c'est une psychologisation des situations qui demeure très prégnante lorsque c'est le cas que des parents trans vont se présenter devant les tribunaux. Et parce que ces personnes vont également, du moins celles qu'on a rencontrées, avaient plus tendance à être confrontées à l'hostilité de leurs proches. Donc, les parents trans, ceux qu'on a rencontrés, ont également été ceux qui ont exprimé la plus grande crainte, finalement, à l'égard du traitement judiciaire de leur séparation et largement la plus grande crainte à l'égard des institutions, ce qui m'amène à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, plusieurs parents qui ont été rencontrés ont fait état d'une méfiance quant à la présence d'homophobie ou de transphobie dans l'État, notamment lorsqu'il est question du système de justice. Le scénario le plus marquant, qui est particulièrement récurrent, en fait, chez nos enquêtés, est probablement la crainte de l'arbitraire d'un juge, c'est-à-dire la peur qu'un juge, ce milieu de la justice étant vu comme étant plutôt conservateur, donc que le juge désavantage des personnes, étant donné que ce sont des familles homoparentales ou transparentales. Donc, des avantages de façon contournée, donc pas nécessairement en le nommant en tant que tel, en signifiant que c'est la raison derrière le jugement, mais néanmoins qu'il y ait un biais qui persiste et qui nuise finalement à la reconnaissance des droits des parents. Cette représentation négative-là de la magistrature et plus largement des professionnels qui sont appelés à œuvrer lorsqu'il y a des séparations ne sont pas nécessairement confrontés et confirmés dans les faits lorsque l'on lit, par exemple, des jugements, mais c'est des craintes qui doivent être prises au sérieux parce que s'accompagnent en fait de plusieurs comportements qui ont des impacts vraiment réels. On parle notamment d'un risque de détournement de ses parents, des professionnels. En fait, les propos hétérocis-normatifs, en fait, c'est qu'on estime qu'il est suffisamment probable qu'il y ait des attitudes hétérocis-normatives chez les intervenants. Donc, ça va contribuer en fait à étayer ou à diminuer la confiance que les parents vont avoir envers les institutions et à les insécuriser finalement dans le cadre notamment lorsqu'il y a un conflit majeur avec leur ex-conjoint ou leur ex-conjointe. Donc, malgré cette méfiance dont il a été question, du côté des professionnels, en fait, la vision qu'on met surtout de l'avant, c'est la reconnaissance en fait des droits formels au Québec qui conduisent les professionnels du droit à partir du principe que les personnes issues de la diversité sexuelle ou de genre seraient des parents comme les autres et donc que la prise en compte des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre ne serait pas pertinente dans le cadre d'une séparation familiale. Cette idée s'appuie sur une croyance en l'égalité par le droit. Donc, elle peut mettre les expériences qui vont être propres aux familles homoparentales et transparentales dans les angles morts des professionnels. Ces expériences qui peuvent être différentes peuvent être de plusieurs ordres, comme par exemple le fait d'être exposé à de l'hostilité en lien avec de l'homophobie ou de la transphobie dans le cadre du processus. Cette idée d'une égalité qui est atteinte et cette croyance que les parents LGBT sont des parents finalement qui sont comme les autres ne va pas nécessairement correspondre avec les revendications qui vont émaner sur le terrain de groupes communautaires qui plaident plutôt pour une reconnaissance des enjeux particuliers qui peuvent toucher certains parents, dont les parents, les familles homoparentales et les familles transparentales.
De plus, en fait, il y a d'autres parents, comme par exemple ceux qui forment des familles pluriparentales ou encore certaines personnes qui vont avoir eu recours à la gestation pour autrui, qui demeurent aujourd'hui en marge du droit, malgré l'idée véhiculée selon laquelle l'égalité est atteinte pour toutes et pour tous. Les professionnels que l'on va rencontrer vont se dire sensibilisés et ouverts vis-à-vis des parents LGBT, mais en fait, beaucoup n'ont pas nécessairement l'occasion de travailler avec eux. La rareté de ces contacts-là est associée à une certaine nervosité lorsqu'il est question finalement de travailler avec des parents LGBT, particulièrement lorsqu'il est question des parents trans. Les professionnels ont fait état de plusieurs hésitations, notamment lorsqu'il est question de nommer les parents trans, des parents utilisés de la manière de bien s'adresser à des personnes pour ne pas causer de souffrance ou de mal à ces personnes. En fait, les parents LGBT vont exister, évidemment, mais vont avoir tendance aussi peut-être à se retrouver dans certains espaces qui sont différents, notamment des espaces qui vont se révéler comme étant des espaces communautaires, comme l'exemple des cliniques juridiques du milieu communautaire. Et au même moment, en fait, les professionnels que l'on a rencontrés, finalement, eux, entretenaient peu de liens avec le milieu communautaire, et également donc avec le milieu communautaire LGBT. Donc, même si encouragé par la notion d'égalité de droit, on peut affirmer que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne constituent pas des aspects pertinents considérés par les intervenants et les juges dans le cadre des débats qui entourent leur pratique. Ces questions-là, en fait, on ne devrait pas en faire abstraction. N'en demeure, étant donné que dans les faits, l'orientation sexuelle et l'identité de genre vont tout de même être utilisées dans le cadre lorsqu'on a des questions qui sont litigieuses, donc lorsqu'il va y avoir une présentation, par exemple, devant la cour. Notamment l'orientation sexuelle dans ces genres peuvent être perçues alors comme étant des informations sensibles ou stratégiques dont les avocats vont disposer et que ces personnes vont pouvoir soit révéler ou soit taire pour protéger les intérêts de leurs clients. Et finalement, ce qu'on va retrouver finalement, c'est qu'il peut y avoir un questionnement à la fois au niveau psychosocial et également au niveau de la moralité, lorsque des parents vont être confrontés finalement à cette idée-là, qu'on va se demander si des parents dont la sexualité ou le genre apparaissent comme incertains ou minoritaires, on va se demander, par exemple, s'ils vont pouvoir adopter certaines pratiques sexuelles. Il va quand même avoir cette association-là qui peut être faite dans un contexte juridique, qui fait une association très malheureuse, qui peut finalement faire que les questions d'identité, dont la question... Pardon, je suis en train de perdre mon idée. Finalement, c'est que oui, c'est ça, c'est que ça va appeler les personnes à devoir dévoiler davantage leur intimité dans le milieu juridique, étant donné qu'on va faire cette association-là encore de nos jours, malheureusement, entre le fait d'avoir une orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire et certaines pratiques sexuelles qu'on va considérer comme étant, là, je mets des gros guillemets, comme étant déviantes. C'est malheureusement une association que l'on a vu être faite et qui a évidemment des impacts sur les parents qui ont à vivre ces situations-là, qui sont déjà dans des situations devant la cour qui peuvent être particulièrement stressantes. Donc, de devoir se dévoiler leur intimité dans un milieu juridique, ça peut être particulièrement difficile pour ces parents-là. Voilà. Et je laisserai peut-être le soin à Émilie de conclure. Très rapidement, parce que je crois qu'on a un peu dépassé le temps, mais voilà. C'est ma faute, Joanie, c'est ma faute. Je pense que le cas québécois que Joanie vient de vous présenter est assez exemplaire à l'égard du fait qu'on ne peut pas s'en tenir à l'idée d'une part, que l'égalité des droits règle tout, mais que par ailleurs, la reconnaissance du mariage ou la reconnaissance de la filiation met un terme aux logiques hétéro-cis normatives. Et du coup, si
Je propose un tout petit déplacement très modeste et presque humoristique là, par rapport à Butler, non pas parler de matrice hétérosexuelle, mais parler de puzzle ou de casse-tête hétéro-cis-normative. Souvent, quand on parle de cette idée de casse-tête, on voit les pièces séparées les unes des autres. Bah là, c'est l'inverse, en fait. En fait, l'hétéro-cis-normativité, elle tient. Voilà, on a ce puzzle. Et on a ces pièces qui, parfois, vont réussir à se défaire, mais sans qu'on puisse véritablement prévoir l'ordre, ce qui va suivre, à quel rythme ça va suivre. Et alors même que le retour en arrière est toujours possible. Mais voilà, du coup, ce que j'essaie de comprendre, en fait, moi, c'est comment ce casse-tête hétérosexiste, hétérosexuel, il peut progressivement se déconstruire à l'articulation de 3 types de dynamiques, en fait. 3 dimensions de la matrice, si on retourne avec la matrice de Butler. D'une part, l'hétérocisnormativité juridique, ce qu'il y a dans le droit positif, mais également ce qui se joue dans les relations entre apparentés. Et là, en l'occurrence, bien sûr, il faut travailler la dynamique au sein des couples de même sexe, il faut travailler ce qui se joue autour des coming out, mais aussi il faut élargir en fait ce cercle de la famille. Et en particulier, par exemple, la réaction des grands-parents est essentielle, voir la réaction de personnes qu'on ne connaît pas dans la rue, au parc, parce qu'on promène la poussette de son enfant qui nous confronte à notre identité. C'est des choses qui sont essentielles en fait pour comprendre ce qui se joue dans les dynamiques familiales. Et puis finalement, la 3e dimension de la matrice que je regarde, c'est celle des relations, des interactions entre ces personnes concernées et le système institutionnel, professionnel de la justice. Et je pense que c'est vraiment dans les relations dialectiques, les contradictions, mais aussi les rappels à l'ordre entre les différentes dimensions de cette matrice hétérosexuelle que l'on parvient à tenter de rendre intelligibles ces dynamiques de changement, certes, mais de changement toujours réversible et partiel. Merci beaucoup.